Pour conclure cette séquence dense de Territoires unis, je vous remercie d'accueillir Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Monsieur le préfet, monsieur le maire de Montpellier, merci de nous accueillir ce matin. J'ai retenu vos messages. Madame la présidente de Région de France, qui préside cette belle région, chère Carole Delga, monsieur le président de l'Assemblée des départements de France, François Sauvadet, qu'on vient d'entendre de manière forte, monsieur le président délégué de Région de France, cher Renaud Muselier, monsieur le premier vice-président délégué de l'Association des maires de France, cher André Léniel, chers collègues présidents de région, si je reprends la formule de ce matin, les disciples du sol. Mes chers collègues parlementaires, permettez-moi de saluer les deux présidents de délégation aux collectivités territoriales, Françoise Gatel, qui préside celle du Sénat, et Jean-René Cazeneuve, qui préside celle de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, ce 17e congrès des régions de France et votre première édition, Madame la Présidente, est intitulé « Vers une République de la confiance ». Je pourrais faire mienne cette formule qui est à la fois l'expression d'une volonté et d'une méthode. Vers une République de la confiance. C'est d'abord une affirmation constante des principes de la République face aux multiples lignes de fracture qui traversent notre société. J'ai la conviction qu'il nous faut tout mettre en œuvre pour restaurer la confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent et administrent. La République de la confiance est aussi une méthode. Elle repose sur la capacité à confier aux acteurs locaux le soin de décider plutôt qu'à imposer, à innover et adapter plutôt qu'à uniformiser, à simplifier les normes plutôt qu'à les multiplier. C'est le pari de la confiance envers les élus locaux, les citoyens. C'est aussi les citoyens et leur engagement pour leur territoire. C'est quelque part une forme de la société de participation. L'urgence à réformer et à transformer des relations entre l'État et les collectivités était déjà au cœur de l'appel de Marseille, ça a été rappelé, en septembre 2018. Les trois présidents alors des régions, des départements et des maires de France avaient constitué Territoires unis pour demander avec force, au fond, moins de verticalité, moins de rigidité, tout simplement plus de liberté. Depuis, notre pays a vécu la crise des Gilets jaunes, une crise de la rupture et de l'incompréhension d'une part importante de nos concitoyens qui se considèrent comme les oubliés de la croissance. Depuis, le monde traverse une crise sanitaire majeure, inédite dans son ampleur et sa complexité. Je crois que ces épreuves ont conforté le diagnostic qui avait été posé à Marseille. C'était chez vous, cher Renaud, et président de région, vous avez fait la démonstration ces derniers mois que l'État centralisateur ne peut pas tout seul faire les choses. Il nous faut faire vivre pleinement l'organisation décentralisée qui est au cœur de nos principes républicains et d'ailleurs de notre Constitution. Je crois que c'est mon rôle de le rappeler ici. La pertinence d'une décentralisation pleine et entière de toutes les politiques publiques qui peuvent être mieux prises en compte à l'échelon local n'est plus à démontrer. En matière de soutien à l'économie, par exemple, les régions ont agi dès les premiers jours de la crise du Covid-19. Elles sont aujourd'hui au premier rang pour penser et organiser les dispositifs d'accompagnement de relance et elles mettent en œuvre une vision à long terme en soutenant l'innovation et la réindustrialisation. La table ronde de ce matin l'a montré de manière très concrète. Puisque nous sommes en Occitanie, chère Carole Delga, je prendrai pour exemple votre plan de mesures de juillet dernier pour une région à énergie positive, avec un plan hydrogène vert qui vise notamment un déploiement dans les stations de montagne pyrénéennes.
C'est pourquoi très tôt, j'ai insisté sur la nécessité de décentraliser le plan de relance. Je l'ai dit au Premier ministre dès qu'on a parlé de plan de relance. Les régions ont la compétence économique, elles disposent de services qualifiés, elles ont la connaissance du terrain et elles entretiennent des coopérations naturelles avec les communes, les intercommunalités, avec les départements. Je souscris, Madame la Présidente, à la demande que vous avez formulée auprès du Premier ministre au nom de Régions de France, d'être partie prenante dès sa conception du futur plan d'investissement France 2030. Les régions ont toute leur place pour préparer l'avenir, pour reprendre l'intitulé de la table ronde tenue ce matin. Et elles doivent prendre une plus grande part dans le service public de l'emploi, intimement lié à la compétence économique. C'est la conviction du Sénat qui a d'ailleurs introduit une disposition en ce sens lors de l'examen en juillet du projet de loi 3DS. Je vais en parler plus longuement. Au fond, c'est toute la philosophie d'un nouvel équilibre des pouvoirs que nous avions posé ensemble. Et je veux saluer l'initiative qu'avait prise alors Hervé Morin pour qu'on se retrouve tous ensemble. En fait, nous avions l'ambition, et nous avons l'ambition d'un pacte de confiance entre un État recentré sur ses missions et des collectivités territoriales fortes et pleinement responsables de leur politique. Depuis, après un long travail collectif qui a associé l'ensemble des groupes politiques, le Sénat a publié ses 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales. Mais le sommet de l'État semble éprouver aujourd'hui encore bien des difficultés à entendre le besoin de décentralisation qui s'est exprimé. L'exécutif a certes présenté plusieurs textes qui pourraient favoriser une évolution et contribuer à transformer les relations entre l'État et les territoires. Mais ces textes, ils s'arrêtent à mi-chemin. Je voudrais les rappeler. La loi Engagement et Proximité, reprenant plusieurs mesures proposées par le Sénat, a permis de systématiser les conférences des maires au sein des intercommunalités, a renforcé les pouvoirs de police du maire, a permis un recours plus facile à la protection juridique, un meilleur accompagnement pour les élus en situation de handicap. Mais elle était insatisfaisante sur bien des points et surtout incomplète. Le Premier ministre d'alors nous avait alors répondu qu'une nouvelle loi, la loi 4D, témoignerait d'une ambition plus forte. Il y a eu, on en parle peu, la loi sur la différenciation du 19 avril dernier, qui apporte sans doute un assouplissement bienvenu aux conditions d'exercice de l'expérimentation par les collectivités territoriales. Mais le Sénat, je rappelle, avait témoigné d'une ambition beaucoup plus grande en votant une proposition de loi constitutionnelle qui inscrivait le principe de différenciation dans la Constitution. Enfin, le projet de loi 4D qui a changé de nom, qui est devenu 3DS, dans sa version initiale, il n'était pas au rendez-vous des réformes attendues. Toujours fidèle à l'esprit de ces 50 propositions, le Sénat, et notamment ses co-rapporteurs, et je salue Françoise Gatel, qui était et qui demeure un des co-rapporteurs de ce texte, le Sénat s'est attaché à enrichir le texte 3DS en l'amendant. Plusieurs de ces dispositions nouvelles concernent les régions. Et je les confie, puisque Jean-René Cazeneuve est là, comme je l'ai dit au Premier ministre, à l'Assemblée nationale, à partir du 6 décembre prochain, pour examiner ces propositions et les élargir et les enrichir dans un dialogue qu'il faudra avoir, bien sûr, avec notamment les 3 associations de territoires unis. L'inscription dans la loi du statut du comité État-région est une attente exprimée de longue date par Régions de France et par ses présidents successifs. Les régions doivent pouvoir construire et piloter les politiques d'aménagement du territoire aux côtés de l'État. Elles porteront naturellement la voix de toutes les collectivités de leur territoire. Dans le même esprit, le Sénat a confié la coordination du service public de l'emploi. Concrètement, cela signifie que l'État pourra déléguer l'animation et le financement de missions locales, mais aussi associer les régions à la gouvernance de Pôle emploi. L'exécutif avait retenu en 2019 une expérimentation pour 6 régions. L'heure n'est plus à l'expérimentation. Il y a urgence à agir dans toutes les régions de France pour fluidifier le marché du travail,
au regard des tensions qui se font jour et qui pourraient devenir des freins à la relance. La ministre l'a évoqué ce matin. Le Sénat, attaché à l'ancrage territorial des politiques de santé, et le sondage ce matin, Madame la Présidente, nous l'a montré, ô combien première des préoccupations, a institué une coprésidence du conseil d'administration de l'ARS par le président du conseil régional aux côtés du préfet de région. Il a instauré au sein des futurs conseils d'administration un équilibre entre les voix de l'État et celles des élus locaux. Il faut sans doute, je le livre devant les deux présidents de délégation, aller plus loin dans les faits, car je pense qu'il faut un réel pilotage partagé. Les missions des délégations départementales des ARS devront également être renforcées pour un meilleur dialogue avec les départements, qui sont eux, cher François Sauvadet, les chefs de file pour le médico-social. Rapprocher les décisions des populations en matière de santé, d'emploi, comme dans d'autres domaines, c'est libérer la capacité d'initiative des acteurs locaux. Mais cela ne signifie pas que l'État doive s'effacer. Bien au contraire, le Sénat a traité le volet de la déconcentration, avec une ambition véritable, sans doute supérieure à celle du projet de loi. Il a consacré le principe selon lequel toute décision prise au niveau territorial relève, pour ce qui concerne de l'État, prioritairement du préfet de département, qui doit retrouver l'autorité sur l'ensemble de ses services. J'ai un souvenir, cher président de la région Bretagne, d'une rencontre avec votre préfète qui m'avouait que la plupart des décisions du plan signé avec l'État lui échappaient pour des agences innominées, dont on ne connaissait pas d'ailleurs les responsables, mais qui renvoyaient des décisions qui n'avaient rien à voir entre une relation équilibrée entre des élus territoriaux et un préfet. Oui, mes chers amis, il y a aussi d'autres ajouts, parce que je crois que l'État central doit aussi faire confiance à l'État local. Oui, d'autres ajouts, notamment liés à l'assouplissement du fonctionnement des intercommunalités. J'y reviendrai demain à l'Assemblée des maires de Vendée, ou le transfert nécessaire de la médecine scolaire, cher François Sauvadet, au département. Je sais qu'on ne veut pas le faire, mais comme ça n'existe plus, donnons une chance de faire revivre la médecine scolaire. Ces dispositions constituent un marqueur de l'ambition que nous avons voulu pour ce texte et que nous défendrons dans un dialogue que je souhaite positif avec nos collègues de l'Assemblée nationale. C'est en tous les cas mon vœu. En définitive, durant ce quinquennat, aucun des textes relatifs aux enjeux de décentralisation n'aura été abordé avec l'ambition réelle de renouveler les relations entre l'État et les élus locaux, entre les ministères et les territoires. La réaffirmation du principe d'autonomie financière, et je viens d'entendre André Léniel en parler, est ainsi totalement absente du projet de loi 3DS. C'est pourtant le premier des principes de libre administration des collectivités territoriales. La raréfaction des ressources et le contrôle des dépenses et une certaine attitude de l'État à son sommet ont au contraire contribué à une forme de recentralisation. Si la crise, je l'espère, fait disparaître définitivement ce que j'appelle la tentation de Cahors, trop de contraintes encadrent toujours les choix budgétaires des collectivités territoriales. Ce sont pourtant des choix qui engagent les élus seuls devant leurs concitoyens. Je sais que le projet de loi de finances pour 2022, mais je pense que le Premier ministre aura l'occasion de l'évoquer dans quelques minutes, qui a été présenté il y a une semaine, je sais que ce projet de loi a conduit Régions de France à réagir avec force. Est-il nécessaire de le rappeler, les dotations dont bénéficient les collectivités sont la juste contrepartie des transferts de compétences décidés par la loi. Elles ne sont pas des variables d'ajustement budgétaire. De la même façon, distendre le lien fiscal en supprimant l'impôt local qui relie le citoyen à la collectivité n'est pas sans conséquences. Et j'allais dire pas que financières, des conséquences citoyennes. Puisqu'on entendait Edgar Morin nous parler de collectif, eh bien, ça fait partie de ce collectif aussi. Alors, mes chers amis, l'élection présidentielle est, à chacune de ces échéances, l'occasion de poser la question: dans quel pays
nous souhaitons vivre. Parmi les réponses à cette question figure le choix de l'organisation administrative et de l'équilibre entre pouvoir central et pouvoirs locaux. Ce n'est pas une question secondaire. C'est Tocqueville qui écrivait « Les hommes ne font que suivre la voie où les institutions les poussent ». Et ce n'est pas que les élus parlent aux élus. C'est d'abord des citoyens dont il s'agit. Des citoyens qui sont vos administrés, nos administrés. Alors, à l'instar des choix, voulons-nous renouer définitivement avec l'héritage absolutiste et jacobin, ou est-ce que nous voulons faire le pari d'une démocratie moderne qui puise son énergie dans les territoires? Ce matin, à l'heure du réveil, j'ai lu Carole Delga dans le Figaro, et elle écrit « Les Français veulent que les collectivités soient reconnues comme des acteurs majeurs ». Je crois que beaucoup de choses sont dites. Parce que je fais ce pari, chère Carole Delga, je souhaite un nouveau texte de loi relatif aux collectivités territoriales, non pas pour gommer tout ce qui a été fait, mais qui s'appuiera sur une révision constitutionnelle, afin de consacrer un régime de confiance et de responsabilité. Si je le dis ici solennellement, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour faire un effet de manche. C'est parce qu'après y avoir beaucoup réfléchi, après avoir échangé, je crois qu'il n'y a pas d'autre voie que cette voie-là. Les collectivités locales ne sont pas des opérateurs de l'État. Elles n'ont pas à mettre en œuvre des missions décidées depuis les ministères. Pour que cesse cette tentation permanente, il faudra que les collectivités territoriales deviennent enfin pleinement responsables de leur politique et que l'État cesse de s'immiscer dans la gestion de compétences transférées, dont certaines, il y a bientôt 40 ans. Nous devons pour cela d'abord réaffirmer, je le dis, la place centrale, celle qui était évoquée d'ailleurs par Edgar Morin, qui est celle de la commune dans notre organisation administrative. Voilà pourquoi nous avons proposé, et c'est à mettre dans la Constitution, la clause générale de compétence pour la commune. Sur cette base, il conviendra également d'assouplir les modalités de répartition des compétences au sein des intercommunalités, dans l'esprit originel de la coopération intercommunale. La mutualisation doit pouvoir s'organiser de façon différenciée, selon la volonté et les capacités des communes membres. La taille atteinte par certaines EPCI exige désormais que l'on permette une organisation à la carte. Je souhaite ensuite la mise en œuvre effective du principe de subsidiarité, c'est-à-dire la préférence à l'échelon de proximité. Cela conduira à des choix forts en matière de compétences. J'ai évoqué le renforcement nécessaire dans les missions relatives aux politiques de l'emploi et de santé. De la même façon, il faut que le département devienne enfin pleinement responsable, des politiques de solidarité sur son territoire, et qu'il n'y ait plus qu'une tutelle, la sienne, pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Et le département doit aussi s'affirmer comme l'échelon de référence pour accompagner les communes et les intercommunalités dans un cadre contractuel, associant la région afin de soutenir l'investissement, le développement local, y compris en matière d'économie de proximité. Car le temps ne me paraît plus d'opposer les compétences d'un échelon à l'autre. Les collectivités ont acquis suffisamment de maturité dans la mise en œuvre de leur politique pour pouvoir déterminer à l'avenir sereinement et librement les conditions d'exercice de leurs compétences et adapter leur coopération aux spécificités locales. Enfin, je l'ai évoqué, la juste compensation des transferts de compétences doit devenir un principe constitutionnel. Qui décide paie? C'est la deuxième des 50 propositions formulées par le Sénat, et c'est la seule garantie pour que l'État cesse d'imposer aux collectivités des charges nouvelles, en limitant de fait leurs manœuvres budgétaires. Ces mesures n'impliquent pas de rebâtir le schéma de notre organisation administrative. Ce n'est pas un nouveau Big Bang territorial, parfois brandi comme un épouvantail et qui serait le repoussoir à toute réforme. Je crois que c'est bien de la capacité à agir dont il s'agit, capacité à agir à chacun des niveaux des collectivités territoriales. C'est, je crois, la condition pour retisser les liens d'une société fracturée et archipélisée. Vous l'avez compris, mes chers collègues, la nouvelle génération de la décentralisation,
qui pourrait être votre république de la confiance à travers l'attention portée aux libertés locales. C'est aussi la reconnaissance du rôle incontournable des élus locaux. Vous avez été, vous êtes, le visage de la réponse publique aux difficultés de nos compatriotes, dans la pandémie, dans la crise économique et sociale, tout simplement dans leur vie quotidienne. Réhumaniser nos vies, réhumaniser nos villes, nous l'avons entendu il y a un instant, ça passe d'abord par ces élus dans leurs relations avec les citoyens. Leur confier plus de liberté, c'est la garantie de pouvoir mieux prendre en compte les énergies. Oui, l'enjeu est crucial pour les temps qui viennent. Et je voudrais conclure à ce que nous disait le directeur de la Fondation Jean Jaurès. Au fond, voici le moment d'oser, voici le moment de ne pas avoir peur, voici le moment de s'engager. L'élection présidentielle, quel que soit le président ou la présidente qui seront choisis, est l'occasion de refonder cette relation, de recoudre notre pays, parce que à la République en défiance, je préfère la République de la confiance. Vive les régions, vive la République et vive la France! Merci, Monsieur Larcher.